Dans cette portion du territoire qui s'étend entre San Francisco et Sacramento, le sol est peu accidenté. Cette partie du chemin de fer, sous le nom de Central Pacific Road, prit d'abord Sacramento pour point de départ et s'avança vers l'est à la rencontre de celui qui partait d'Omaha. De San Francisco à la capitale de la Californie, la ligne courait directement au nord-est, en longeant American River qui se jette dans la baie de San Pablo. Les 120 miles compris entre ces deux importantes cités furent franchis en 6 heures. Et vers minuit, pendant qu'ils dormaient de leur premier sommeil, les voyageurs passèrent à Sacramento. Ils ne virent donc rien de cette ville considérable, siège de la législature de l'État de Californie, ni ses beaux quais, ni ses rues larges, ni ses hôtels splendides, ni ses squares, ni ses temples. En sortant de Sacramento, le train, après avoir dépassé les stations de Junction, de Rocklin, d'Auburn et de Colfax, s'engagea dans le massif de la Sierra Nevada. Il était 7 heures du matin quand fut traversée la station de Cisco. 1 heure après, le dortoir était redevenu un wagon ordinaire et les voyageurs pouvaient à travers les vitres entrevoir les points de vue pittoresques de ce montagneux pays. Le tracé du train obéissait aux caprices de la Sierra, ici accroché au flanc de la montagne, là suspendu au-dessus des précipices, évitant les angles brusques par des courbes audacieuses, s'élançant dans des gorges étroites que l'on devait croire sans issue. La locomotive, étincelante comme une châsse, avec son grand fanal qui jetait de fauves lueurs, sa cloche argentée, son chasse-vache qui s'étendait comme un éperon, mêlait ses sifflements et ses mugissements à ceux des torrents et des cascades et tordait sa fumée à la noire ramure des sapins. Peu ou point de tunnels, ni de ponts sur le parcours. Le railroad contournait le flanc des montagnes, ne cherchant pas dans la ligne droite le plus court chemin d'un point à un autre, et ne violentant pas la nature. Vers 9 heures, par la vallée de Carson, le train pénétrait dans l'État de Nevada, suivant toujours la direction du nord-est. À midi, il quittait Reno où les voyageurs eurent 20 minutes pour déjeuner. Depuis ce point, la voie ferrée, côtoyant Humboldt River, s'éleva pendant quelques miles vers le nord en suivant son cours. Puis elle s'infléchit vers l'est et ne devait plus quitter le cours d'eau avant d'avoir atteint les Humboldt Ranges qui lui donnent naissance presque à l'extrémité orientale de l'État de Nevada. Après avoir déjeuné, Mr. Fogg, Miss Aouda et leurs compagnons reprirent leur place dans le wagon. Phileas Fogg, la jeune femme, Fix et Passepartout, confortablement assis, regardaient le paysage varié qui passait sous leurs yeux. Vastes prairies, montagnes se profilant à l'horizon, creeks roulant leurs eaux écumeuses. Parfois un grand troupeau de bisons se massant au loin apparaissait comme une digue mobile. Ces innombrables armées de ruminants opposent souvent un insurmontable obstacle au passage des trains. On a vu des milliers de ces animaux défiler pendant plusieurs heures en rang pressé au travers du railroad. La locomotive est alors forcée de s'arrêter et d'attendre que la voie soit redevenue libre. Ce fut même ce qui arriva dans cette occasion. Vers 3 heures du soir, un troupeau de 10 à 12 000 têtes barra le railroad. La machine, après avoir modéré sa vitesse, essaya d'engager son éperon dans le flanc de l'immense colonne. Mais elle dut s'arrêter devant l'impénétrable masse. On voyait ces ruminants, ces buffalos, comme les appellent improprement les Américains, marcher ainsi de leurs pas tranquilles, poussant parfois des beuglements formidables. Ils avaient une taille supérieure à celle des taureaux d'Europe, les jambes et la queue courtes, le garrot saillant qui formait une bosse musculaire, les cornes écartées à la base, la tête, le cou et les épaules recouverts d'une crinière à longs poils. Il ne fallait pas songer à arrêter cette migration. Quand les bisons ont adopté une direction, rien ne pourrait ni enrayer ni modifier leur marche. C'est un torrent de chair vivante qu'aucune digue ne saurait contenir. Les voyageurs, dispersés sur les passerelles, regardaient ce curieux spectacle. Mais celui qui devait être le plus pressé de tous, Phileas Fogg, était demeuré à sa place et attendait philosophiquement qu'il plût au buffle de lui livrer passage. Passepartout était furieux du retard que causait cette agglomération d'animaux. Il lui voulait décharger contre eux son arsenal de revolvers. « Quel pays !» s'écria-t-il. « De simples bœufs qui arrêtent des trains et qui s'en vont, là, processionnellement, sans plus se hâter que s'ils ne gênaient pas la circulation. Pardieu ! Je voudrais bien savoir si Mr. Fogg avait prévu ce contretemps dans son programme. Et ce mécanicien qui n'ose pas lancer sa machine à travers ce bétail encombrant !» Le mécanicien n'avait point tenté de renverser l'obstacle, et il avait prudemment agi. Il eût écrasé sans doute les premiers buffles attaqués par l'éperon de la locomotive, mais si puissante qu'elle fût, la machine eût été arrêtée bientôt. Un déraillement se serait inévitablement produit, et le train fût resté en détresse. Le mieux était donc d'attendre patiemment, quitte ensuite à regagner le temps perdu par une accélération de la marche du train. Le défilé des bisons dura 3 grandes heures, et la voie ne redevint libre qu'à la nuit tombante.
À ce moment, les derniers rangs du troupeau traversaient les rails, tandis que les premiers disparaissaient au-dessus de l'horizon du sud. Il était donc 8 heures quand le train franchit le défilé des Humboldt Ranges, et 9h30 lorsqu'il pénétra sur le territoire de l'Utah, la région du Grand Lac Salé, le curieux pays des Mormons.